Bonsoir, nous n'allons pas attendre davantage pour commencer cette rencontre de l'USR. Et pour une fois, j'ai le plaisir d'accueillir ici quasiment que des gens qui sont chez eux finalement, de la maison, puisque Régis Debray, qu'on ne présente pas, est en même temps le fondateur de l'Institut européen en sciences des religions. L'IESR a été créé à son initiative à l'issue du rapport qu'il avait remis à Jack Lang en 2002 sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque. Et je suis très heureuse, non seulement qu'il ait accepté de rester président d'honneur de notre institut, mais surtout qu'il continue de nous accompagner, de participer à nos rencontres et de nous stimuler de ses remarques critiques et bienveillantes. Et de l'autre côté, l'auteur du livre que vous êtes venu écouter, Philippe Godin, agrégé de philosophie, docteur de l'école pratique des hautes études, puisque c'est précisément de sa thèse qu'est issu l'ouvrage qu'il va nous présenter, vers une laïcité d'intelligence, l'enseignement du fait religieux comme politique publique d'éducation, en faisant référence à ce terme de laïcité d'intelligence que Régis Debray avait employé dans son rapport, appelant à passer d'une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence. Eh bien, Philippe n'est pas complètement né à l'IESR, il a fait quelques petites choses avant, certes, mais il s'y est quand même pleinement épanoui. Tu me permettras de dire ça, cher Philippe. Il a, et c'est important de le rappeler, une expérience d'enseignant, une expérience de terrain, une expérience pratique, une expérience d'auteur aussi sur les faits religieux. Depuis 6 ou 7 ans, je ne vais pas recompter, peut-être même plus, qu'il est, oui, peut-être même tout neuf, qu'il est à l'IESR. Il est en charge particulièrement des formations sur la laïcité. Et à partir de ces formations sur la laïcité, il a été amené à réfléchir avec nous, puisque c'est tout à fait nos activités quotidiennes à l'Institut européen en sciences des religions, à ce lien entre enseignement des faits religieux et laïcité, auquel était fortement attaché Régis, et c'est les deux pieds sur lesquels nous marchons à l'issue de ce rapport. Alors, on ne cesse de le répéter à l'IESR, avoir un regard distancié, laïque sur l'enseignement du fait religieux, enseigner et transmettre ces questions dans une perspective qui n'est pas la perspective confessionnelle, mais qui est une perspective culturelle et laïque, c'est participer à la formation sur la laïcité, c'est mettre en œuvre une laïcité d'intelligence, et ce n'est en rien une dérogation à son principe. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut savoir comment on est arrivé à ce chemin, à ce point, ce qu'il reste à faire, et c'est ce que Philippe Godin a analysé dans son ouvrage. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle, et donc bonsoir et bienvenue à tous. Alors peut-être commencer formellement par des remerciements d'usage. Il est bien évident que ce travail de recherche, je n'ai pu le mener que dans la mesure où j'étais effectivement sur le terrain et dans la mesure où mes fonctions à l'IESR me le permettaient, et où on me le permettait. Je pense bien évidemment à Jean-Paul Villem, qui a été directeur de l'IESR, qui est à Varsovie aujourd'hui, malheureusement, qui ne peut pas être avec nous, à Isabelle, évidemment, qui est directrice actuelle. Je pense aussi à Philippe Fortier, qui a été mon préfacier pour ce livre. Et je pense aussi à Blandine Chély-Micon, professeure à l'université d'Aix-Marseille, et sans laquelle ce livre n'aurait jamais pu voir le jour, puisqu'il a été édité aux presses universitaires d'Aix-Marseille. Alors la philosophie des mercredis de l'IESR, c'est de faire le pont entre des livres qui touchent directement ou indirectement à la science des religions, et puis je dirais le public d'une manière générale. Il se trouve que c'est aussi la philosophie de l'IESR que de faire le pont entre la recherche et la société, et il se trouve que c'est aussi l'esprit, me semble-t-il, de l'école pratique des hautes études dès sa fondation par Victor Duruy en 1868, et qui voulait effectivement une forme d'université qui soit vivante, souple, efficace, pratique comme le nom l'indique, et jamais complètement coupée de la vie sociale dans sa complexité et sa diversité. C'est la raison pour laquelle j'adopterai le plan suivant. Dans un premier temps, je ferai tout simplement des rappels fondamentaux élémentaires. Nous sommes convaincus ici que la question de l'enseignement des faits religieux et de la laïcité ne concerne pas que les spécialistes. Certains d'entre vous présents sont des spécialistes et je salue leur présence. D'autres ne sont pas des spécialistes. Ils sont ô combien
les bienvenus, et je ferai donc des rappels, même si ça peut paraître élémentaire. Je crois que c'est toujours ça qu'on oublie de faire et qui est pourtant absolument essentiel. Ensuite, j'essaierai tout simplement de dire en quel sens j'ai eu le sentiment de trouver quelque chose. La recherche, c'est merveilleux, mais c'est important de savoir si on a trouvé quelque chose et si ce qu'on a trouvé présente un quelconque intérêt, d'une manière générale, et pour autrui et pour la société tout entière. Et puis enfin, je tenterai un bilan, tout ce qu'il y a de plus provisoire. C'est un, comment dirais-je, c'est un grand sujet passionné entre nous, on en parle souvent entre nous à l'IESR. Alors finalement, cette question d'enseignement des faits religieux, quel bilan tirer? Où en sommes-nous? Pas simplement un regard rétrospectif, mais un regard prospectif. Donc dans un premier temps, de quoi parle-t-on au fond? Et de quoi ai-je tenté de parler dans ce livre? Tenter d'éclairer deux objets. D'une part la laïcité, et d'autre part une politique publique, l'enseignement des faits religieux. Avec cette idée que, bien évidemment, l'une est pour l'autre un révélateur ou un prisme éclairant. Alors les principes fondamentaux du droit de la laïcité n'ont pas changé dans leur fondation depuis 1905, mais en même temps, et je crois que vous me l'accorderez, entre la société française de 2014 ou 2015 et la société de 1905, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu de profondes transformations. Et donc je crois que la pratique de la laïcité, comme je dirais l'idéologie de la laïcité, je ne vais pas prendre ce terme de manière péjorative, mais l'idéologie, c'est-à-dire l'ensemble des représentations qui accompagnent à la fois ce concept et ce principe juridique, eh bien cette idéologie s'est profondément transformée et il reste sans doute à inventer une nouvelle idéologie laïque, fidèle sans doute à l'esprit de la laïcité, mais renouvelée néanmoins. Nous sommes certainement dans un nouvel âge de la laïcité, mais encore une fois, non pas au sens où tout changerait, mais au sens où la laïcité serait parvenue à une certaine maturité. Alors une politique publique, qu'est-ce que c'est? C'est un diagnostic qui identifie un problème collectif, et puis l'ensemble des décisions et des actions qui sont censées apporter une solution ou une réponse à ce problème. Donc, l'enseignement des faits religieux est une politique publique, incontestablement, dont j'ai essayé de montrer la chronologie, et qui, d'une certaine manière, a été suscitée au plus haut niveau de l'État, je le rappellerai, même si aujourd'hui, sans doute, et ça sera aussi l'objet d'une discussion, nous ne sommes pas dans une perspective extrêmement dynamique autour de ces questions-là, mais nous ne sommes pas pessimistes pour autant. Et c'est vrai qu'au-delà de cette question-là, ou ces deux questions, laïcité et une politique publique, ce qui m'intéressait aussi, c'est tout simplement d'interroger la relation entre religion et politique en France aujourd'hui, à partir de ces deux prismes, et je reste profondément convaincu qu'il n'y a pas d'expertise valable si on est un petit spécialiste, et je pense que le tout n'est pas la somme des parties, et qu'il faut toujours avoir une certaine intelligence du tout pour pouvoir parler d'une manière intelligente de questions plus précises. Le titre. Alors par bonheur, les éditeurs universitaires acceptent ce que les autres éditeurs n'acceptent pas, c'est-à-dire les points d'interrogation. Donc, le titre, c'est « Vers une laïcité d'intelligence ». Vers, ça ne veut pas dire qu'on y est, ça indique une direction, et il y a un point d'interrogation. Ça veut dire que la question reste un tout petit peu en suspens. Cette expression est de Régis Debray. Très franchement, c'est pas pour le flatter, je la trouve excellente, elle est très claire, et elle est infiniment meilleure, me semble-t-il, qu'une expression du type laïcité ouverte qui laisserait entendre que la laïcité serait aujourd'hui ouverte comme un moulin à je ne sais trop quoi. Laïcité d'intelligence, il y a une évolution. L'intelligence, ça suppose aussi la capacité d'entrer en relation et pas simplement l'intellection. Laïcité d'intelligence, c'est rester fidèle aussi à l'esprit de la République et de l'école. Et nous savons tous à quel point la laïcité française s'est construite d'un même élan, si j'ose dire,
même si la laïcité a des fondements bien antérieurs, mais enfin d'un même élan avec la construction d'une école de la République. Et j'irai jusqu'à tenter un saut herméneutique absolument échevelé, j'irai jusqu'à dire qu'une laïcité d'intelligence est quand même une laïcité intelligente. Et, à l'opposé, une laïcité d'incompétence ou d'abstention est toujours menacée d'être une laïcité stupide, c'est-à-dire une laïcité prise de stupeur et d'impuissance par rapport à la marche du monde, à tout ce qui s'y passe. Et l'ignorance, de ce point de vue-là, reste mère de la stupeur. À la fin du XIXe siècle, on institutionnalise les sciences des religions qui commencent autour de la fin du XVIIIe siècle. Et on l'institutionnalise notamment avec la création de la 5e section de l'école pratique des hautes études, dans les années 80, conjointement à la fondation de l'école de la République d'une manière générale. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où il s'agit de rendre enfin populaire ce savoir. Et quant à moi, je ne crois pas qu'il y ait des sciences qui soient réservées à des élites. Ça me paraît totalement stupide pour le coup, comme si on ne pouvait pas enseigner les mathématiques à des petits sous prétexte qu'il y a des mathématiciens de haut vol. Ça n'a pas de sens pour moi. Quelles sont les grandes étapes significatives de cette question? Les années 80. Ma surprise pendant ma recherche a été de découvrir que dans quelques grands rapports qui ne portaient pas sur l'enseignement des faits religieux, la structure de la prise en compte des faits religieux est déjà présente. Je pense au rapport qui a été rendu au nom du Collège de France par Bourdieu à François Mitterrand en 1985. Je pense au rapport que Jacques Berth a rendu à Jean-Pierre Chevènement sur le thème des enfants de l'immigration à l'école de la République. Et la question transversale dans ces deux rapports, c'est la question de savoir comment prendre en compte la pluralité des cultures, et donc sous-entendu, même si on a presque honte de le dire, encore que ce soit écrit, à savoir que la pluralité des cultures est quand même sous-tendue, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, par la pluralité des religions qui reste très profondément structurante, même dans nos cultures sécularisées et a fortiori dans le monde. Ensuite, le rapport Joutard, bien sûr, en 1989, qui est d'ailleurs une suite du rapport qui avait été commandé au Collège de France, qui fait date. À l'époque, on parle encore de la question de prendre en compte l'histoire des religions et non pas l'enseignement du fait religieux, au temps de Philippe Joutard. Le colloque de 91, quand Philippe Joutard devient recteur de l'Académie de Besançon, enseigner l'histoire des religions dans une démarche laïque. Et puis la première véritablement entrée dans l'atmosphère de cette politique publique grâce aux travaux du groupe technique disciplinaire Bernstein-Born. Dominique Born qui a été président de l'Institut européen en sciences des religions. Et c'est cette commission, c'est ce groupe technique qui va muscler les programmes en histoire et qui va vraiment prendre en compte cette question d'une manière beaucoup plus étendue, la citoyenneté athénienne dans sa dimension religieuse, la Méditerranée au XIIe siècle, avec la question bien évidemment de ce que l'on appelle les trois monothéismes. Enfin, bien sûr, non pas Malherbe vin, mais Debré vin, grâce au rapport que Jack Lang lui commande et qui préconise précisément de rassembler les initiatives, de passer à l'action et de créer un institut. Ce qui fut fait aussi parce que Jacques Chirac l'a bien voulu, puisque c'est lui qui remporte les élections en 2002. Et en 2003, lors de la réception du rapport de la commission Stasi, Jacques Chirac dit explicitement dans un discours du 17 décembre à l'Élysée: c'est pourquoi il me paraît aujourd'hui primordial de développer l'enseignement du fait religieux. Je ne peux pas vous donner tout le contexte. 2006, le socle commun des connaissances, qui évidemment insiste sur cette question, enfin insiste, nomme explicitement l'enseignement des faits religieux, et à la suite de ce socle commun des connaissances, le cahier des charges de la formation des maîtres dont l'IESR s'est particulièrement occupé.
Voilà en quelque sorte pour les rappels nécessaires vis-à-vis de cette question. Je ne l'ai pas dit car on oublie toujours de dire peut-être l'essentiel. Quelles sont les grandes justifications de cette politique publique? Il n'y en a pas 36 000. Et ma thèse, c'est qu'au fond, toutes les justifications que l'on donne se ramènent à une seule. À savoir, comment voulez-vous comprendre le passé sérieusement si vous n'avez aucune connaissance sur le fait religieux? Comment voulez-vous comprendre le présent sérieusement si vous n'avez aucune connaissance sur le fait religieux? Comment pouvez-vous lire et comprendre notre patrimoine artistique, celui qui est dans nos musées, mais qui est aussi celui de nos bâtiments et de nos architectures, si vous ne comprenez rien aux faits religieux? Et comment voulez-vous bâtir un monde commun si vous n'avez pas cette intelligence de l'histoire, du présent et du patrimoine, de telle sorte que la justification intellectuelle et patrimoniale est toujours une justification politique? Bien évidemment. Bon, le fameux vivre ensemble, comme on dit. Mais après tout, c'est vieux comme le monde. Aristote disait qu'une société, c'est toujours la conjugaison de l'un et du multiple. Une société n'est jamais ni une famille, ni une agrégation d'individus. Et donc, il faut toujours conjuguer l'un et le multiple, et donc la justification politique est absolument essentielle. Deuxième grande partie, au fond, qu'est-ce que j'ai appris dans cette recherche? D'abord, ça m'a passionné, très franchement. Ça m'a passionné, ça m'a un peu pris la tête, comme on dit vulgairement, parce que je travaillais à temps complet en même temps, mais c'est en même temps parce que je travaillais à temps complet que j'étais proche de ce texte. Et ma conviction méthodologique, c'est que seuls ceux qui font peuvent savoir. Il ne suffit pas de faire pour savoir, car il faut faire un travail de prise de conscience et d'explicitation de ce que l'on sait, ce qui n'est pas commode. Mais c'est quand même fondamental de faire et d'être un peu proche de l'expérience. Autre chose, je n'ai aucun intérêt intellectuel pour ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Je m'en moque éperdument. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Et simplement, pour moi, c'est la conséquence. Moi, ma conviction, c'est que la rigueur procède des choses et non pas du discours. Et la chose que je voulais étudier, à savoir la laïcité dans sa pratique et une politique publique, exigeait que ma recherche soit, pour une part, peut-être de nature sociologique, ou de l'ordre de la science politique. Peut-être, sans doute. Mais à la limite, pour moi, peu importe. J'ai essayé de coller à mon objet, et peut-être que ce qui m'a passionné le plus, c'est la dimension historique. Et Gilles Deleuze dit quelque part qu'un bon bouquin de philo est comme un bon polar. J'ai toujours trouvé cette idée épatante, mais j'ai jamais très bien compris ce qu'il voulait dire. Par contre, j'ai compris ce que ça voulait dire quand on fait une démarche historique ou historienne. On se dit de temps en temps, un peu comme Raymond Souplex à la fin des 5 dernières minutes, « Bon Dieu, mais c'est bien sûr ». Tout d'un coup, on fait des corrélations, et on voit qu'à une époque, il y a des choses qui sont liées, et on a l'impression de tirer des fils et de comprendre quelque chose. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. J'espère que ça pourra arriver à ceux qui voudront bien se lancer dans cette lecture un tout petit peu technique. Deuxième découverte pour moi, je crois qu'il y a une sorte de Zeitgeist, d'esprit du temps des années 80, c'est très frappant. En 79, Khomeini retourne à Téhéran, 89, le mur de Berlin tombe. La gauche accède au pouvoir et le socialisme avec un grand S disparaît des cartes. C'est tout à fait saisissant. C'est aussi ce moment où l'immigration devient une immigration d'installation et pas simplement de travail. C'est ce moment où l'école se massifie à défaut de se démocratiser. Autrement dit, notre école ne peut plus rester muette sur la question du religieux compte tenu de ces nouveaux publics. Et quand je dis nouveaux publics, il faut toujours l'entendre au sens social et culturel. Car les nouveaux publics, pour nous à l'école, par rapport à l'école de la bourgeoisie, qui en 1970 n'était que 20% d'une classe d'âge à se présenter au bac, vous voyez bien le chemin parcouru, nous avons affaire à un tout nouveau public. Et nous sommes à une autre époque. On ne peut plus rester muet. Nous ne sommes plus dans l'entre-soi. Je ne veux pas trop durer, je vais écourter mon propos. Donc j'ai un petit peu de temps, merci beaucoup. Je me suis aussi posé la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une politique publique à la française. En tous les cas, dans ce cas de figure. Et il m'a semblé qu'il y avait quelques caractéristiques de cette politique publique. Tout part d'en haut.
François Mitterrand commande un rapport au Collège de France. Le ministre de l'Éducation nationale commande un rapport à Jacques Berck. Le ministre de l'Éducation nationale commande un rapport à Régis Debray. Un Premier ministre va ouvrir le colloque de la DESCO qui s'est tenu en 2002 après la création de l'IESR et après le rapport Debray. Donc il y a cette volonté de l'État. J'allais dire le rôle des intellectuels, il faudrait presque dire le rôle d'un intellectuel au singulier, à savoir Régis Debray, qui est sans doute un des derniers représentants de ce que c'est qu'un intellectuel à la française. Le rôle des fonctionnaires, bien évidemment, et des universitaires. C'est pas flatteur. C'est vaillant, au contraire. Parfois, une atmosphère de guerre civile larvée. Le complot des calotins qui revient à l'école, n'est-ce pas? Ou au contraire, le complot des laïcards qui va s'emparer de la religion, n'est-ce pas? Et tout compte fait, au bout du compte, l'art du bricolage. On fait comme on peut. L'art du bricolage qui est un concept auquel Lévi-Strauss a donné, vous le savez, ses lettres de noblesse dans la pensée sauvage. Et tout dépend des réseaux, tout dépend des personnes. On fait comme on peut et on arrive quand même à faire des merveilles, me semble. La thèse que j'ai essayé de soutenir dans ce livre, c'est que l'enseignement des faits religieux traduit bien notre situation, à savoir une évolution longue. Cette évolution longue, c'est la montée en puissance de la société civile. Et les religions sont des acteurs de la société civile. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Qu'il y ait une présence publique des religions dans la société, ça ne signifie pas le retour du religieux. Ça signifie l'apparition d'une nouvelle présence du religieux dans la société civile selon des modalités très différentes. Mais nous sommes quand même dans ce mouvement long de la sécularisation qui, en France, a suivi la laïcisation. Laïcisation, c'est-à-dire sortie de la sphère étatique de la religion, sécularisation, sortie de l'ensemble de la société de la religion. Mais en même temps qu'il y a cette tendance longue, il me semble que l'enseignement des faits religieux, tel que cela est fait en France, atteste aussi de quelque chose qui est de l'ordre de la résistance à cette évolution. Vous savez qu'on peut dire qu'il y a incontestablement, si la laïcité c'est l'indépendance ou l'autonomie relative de la sphère de l'État et des religions, si c'est la liberté de conscience et la liberté de culte, l'ensemble des pays européens sont laïcs, bien évidemment. Mais ils ne sont pas laïcs tout à fait de la même manière, ni du tout avec la même histoire, ni religieuse, ni politique. Et nous savons bien que les systèmes éducatifs européens sont très différents. Et qu'il y avait effectivement des heures d'enseignement religieux qui ont été plus ou moins laïcisées, plus ou moins sécularisées dans d'autres systèmes éducatifs européens, et que les choses ne se sont pas du tout passées de cette manière-là en France. Et donc l'enseignement des faits religieux à la française se fait, non pas dans une discipline à part, mais dans le cadre des disciplines qui existent, et selon le mode précisément de l'appropriation intellectuelle par le biais des disciplines, c'est-à-dire en plongeant le fait religieux dans l'histoire, ou en plongeant le fait religieux dans le phénomène littéraire, ou dans le phénomène artistique, par exemple. Et donc, même si la société française, et nous verrons bien ce que cela donnera à l'avenir, même si la société française connaît de fait, malgré l'uniformisation des comportements via la sphère économique et technique, une certaine pluralité culturelle. Mais malgré tout, c'est peut-être le défaut, mais c'est la grande vertu de la France ne supporte pas le modèle multiculturel, la France a un modèle d'intégration républicaine. Et en ce sens, par rapport à ceux qui s'inquiéteraient, en quelque sorte, du fait que l'enseignement des religieux soit une espèce de reddition de la bonne vieille laïcité, nullement. C'est plutôt un progrès de la laïcité qui va dans le sens du développement des connaissances, car la connaissance ne peut se refuser des territoires aussi importants que celui du religieux.
pour tirer au fond un bilan, si tant est que ce soit possible, et tout en se rappelant que ce bilan ne peut être que provisoire. Je serais tenté pour ma part de faire un bilan en blanc et noir avec peut-être une pointe de gris. Pour le blanc. Pour le blanc. Il y a incontestablement une maturation des esprits. Nous le constatons quand nous intervenons auprès des professeurs, auprès des fonctionnaires. Les gens sont prêts pour parler de religion, pour parler de laïcité, dans la mesure où tout simplement c'est un objet universel et citoyen et que ça n'a rien à voir avec le fait d'être croyant ou non-croyant ou agnostique ou tout ce que vous voudrez. Et moi je définis parfois en rigolant un peu mon métier comme le fait d'essayer de parler calmement de sujets qui ordinairement rendent hystériques. Et je peux vous assurer que tout le monde a envie de parler de ces questions-là aujourd'hui. Je le constate, il y a un besoin de connaissances, parce qu'elles ne sont pas toujours là, et un profond besoin d'échanger et de parler autour de ces questions-là. Inutile de vous faire un dessin par rapport à toutes les tensions qui traversent à la fois notre monde et notre société française. Il y a un foisonnement dans la recherche. C'est considérable le nombre de chercheurs, de livres qui sont publiés sur ces questions. Il y a une vitalité française et une vitalité de la connaissance dans ce domaine. Nous ne sommes pas, nous avons une mission bien particulière, bien évidemment, à l'IESR et au sein de l'EPHE. Nous ne sommes pas les seuls, nous n'avons pas le monopole du discours sur le religieux. Il y a l'IEFR, l'ISER, l'IFER. Il y a aussi des initiatives de la société civile, comme l'association Enquête. Il y a des tas de gens qui travaillent. Le E de IESR n'est pas complètement usurpé. En ce moment, mes collègues travaillent énormément autour d'un projet qui s'appelle Comenius, et il s'agit de concevoir des modules de formation à destination des élèves de l'Europe tout entière. Beaucoup de gens travaillent, beaucoup de choses se font. Le côté noir, eh bien, ça vient du fait qu'on a beaucoup souffert du fait que la formation initiale a été bouleversée au moment même où l'IESR se créait. Les IUFM étaient menacés, ont fini par couler, tout ça, ça prend du temps. Maintenant, il y a les ESPE, mais qui sont encore pas très assurés. Autrement dit, la formation initiale des professeurs a été particulièrement bouleversée au moment où il eût fallu, c'était une des recommandations phares du rapport de Régis Debray, que tous les jeunes professeurs aient un moment solide. Nous l'avons fait à l'IESR pour l'Académie de Créteil, et je peux vous dire à quel point nos jeunes collègues, pour employer le vocabulaire de la maison, étaient contents qu'on leur donne du contenu de connaissances. Mais ça n'a pas été fait au niveau national. Ça n'a pas été fait avec une vraie volonté politique et pédagogique, ça n'est pas encore le cas. Quant à la formation continue, elle est obligatoire pour les enseignants du premier degré, elle ne l'est pas pour les enseignants du secondaire, et les budgets sont minces. La formation continue est très faible. Et donc, la faiblesse incontestable de cette politique publique, c'est que, bien évidemment, elle a des programmes. En effet, par exemple, si vous êtes un élève de 5e, vous entendrez parler très souvent de religion, n'est-ce pas? Alors évidemment, c'est plutôt dans l'Antiquité ou à la naissance des religions, comme la naissance de l'islam qui est étudiée en 5e, bien évidemment. Mais il n'y a pas de programme dédié, ni d'horaire dédié, ni d'évaluation dédiée, même si l'interrogation écrite tombe sur une partie du programme qui touche le fait religieux, il y aura bien évidemment une évaluation. Mais enfin, on ne peut pas dire que la visibilité soit forte, c'est moins qu'on puisse dire, et on n'a jamais voulu accorder à l'enseignement des faits religieux ce qu'on a accordé à l'enseignement d'histoire des arts, et ce qu'on accordera probablement, sans doute, bientôt, à un enseignement moral et civique. Toutefois, la pointe de gris, si j'ose dire, la nuance. Nous continuons d'avoir des relations avec la Direction générale de l'enseignement scolaire. Nous prévoyons des modules de formation, toujours.
nous voyons des professeurs au gré précisément des plans académiques de formation. Et quant au nouveau socle qui est actuellement en négociation, il n'a pas fait entièrement disparaître. Dans le domaine 3, par exemple, c'est-à-dire qui concerne la formation de la personne et du citoyen, il est écrit « L'élève apprend à reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions, des croyances et des modes de vie ». De la même manière que dans le domaine 5, qui s'appelle « Les représentations du monde et l'activité humaine », il est écrit « L'élève a pu se rendre compte de la diversité des modes de vie, des représentations, des faits religieux, des idées et croyances, et s'ouvre par là à la notion de civilisation. » Donc, présence discrète, présence néanmoins de cette question dans ce nouveau socle qui sera validé très bientôt. Et il faudra batailler pour que le cahier des charges de la formation des maîtres soit à la hauteur de ce nouveau socle et ne fasse pas disparaître, passer à la trappe, une formation solide et de qualité, et sur la laïcité et sur les faits religieux. Non pas que l'enseignement des faits religieux ait besoin de s'excuser de ne pas être laïque, mais je pense que, compte tenu des besoins, il est bon aussi, toujours, non pas nécessairement en même temps, mais de continuer l'effort de formation sur la laïcité. Il est fait mention aussi dans ce nouveau socle du sens et de l'intérêt des grandes œuvres et du patrimoine national et mondial. Comment voulez-vous dissocier complètement l'immensité de ce patrimoine de l'univers mental et culturel dans lequel il est né. Alors, l'enseignement des faits religieux a-t-il des adversaires? Oui, et tous plus redoutables les uns que les autres. D'abord, une immense paresse intellectuelle. Je le dis d'autant plus que je l'éprouve moi-même. Tout le monde connaît ce paradoxe, c'est-à-dire que plus on construit des petites connaissances et plus on mesure l'étendue de son ignorance. Ça fait 10 ans que je suis des modules, même d'initiation, et à chaque fois j'apprends quelque chose. Et à chaque fois je suis ravi et je suis furieux à la fois en me disant que c'est vraiment un puissant fou. Donc une immense paresse intellectuelle et un manque de familiarité avec cette question pour des tas de raisons liées à l'histoire politique et religieuse de notre pays. Une paralysie pédagogique et administrative. Encore une fois, je n'ai pas la bêtise et la naïveté de penser que s'il y avait une matière spécifique et comme par enchantement, le vivre ensemble serait résolu et que nous vivrions dans une espèce d'harmonie générale. Les élèves passent des heures assis sur leur chaise à écouter leurs professeurs. Et il arrive que les élèves comme les professeurs soient un petit peu fatigués. Comment voulez-vous en rajouter encore? Je pense que c'est sans doute tout notre système éducatif qui est à repenser. Une autre raison, c'est qu'il y a, je crois, quand même une hostilité à l'égard du religieux en France. Consciente ou inconsciente. À cause de l'histoire de France marquée par les guerres de religion, le religieux, c'est la guerre civile, calmez-vous, rentrez chez vous. Le politique domine l'espace public, la religion à la maison, à la niche. Et puis, de fait, il y a beaucoup de fous de Dieu qui ensanglantent la terre encore aujourd'hui, et pas que dans l'islam, mais aussi et très notamment dans l'islam. Donc ces questions-là sont très puissantes, sont très prégnantes, sont très pressantes, et donc on a un petit peu peur, finalement. Puis il y a aussi un petit peu cette idée qui est un peu molle, mais qui est très prégnante encore, me semble-t-il, dans l'éducation nationale, à savoir que le religieux, c'est pas la vraie question, c'est l'économique et le social, etc., etc. Là n'est pas le vrai problème. Là, ça fait penser un petit peu à cette histoire de cet homme qui cherche sous un lampadaire ses clés, jour après jour. Et puis quelqu'un vient lui dire, mais qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche mes clés. Vous êtes sûr de les avoir perdues à cet endroit-là? Ah non, pas du tout, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé de la lumière. Et donc, l'économique et le social et rien d'autre. Comme si le fait d'étudier les religions était une volonté de nier la dimension proprement économique et la dimension sociale. Nullement, nullement, nullement. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui me passionne,
bien au-delà de la question de l'éducation nationale et de cette politique publique, la science des religions, et je le découvre sans cesse, a un double effet. Un effet de relativisation et d'universalisation. Quand vous plongez dans la diversité des phénomènes religieux, vous ne pouvez pas ne pas prendre de distance critique à l'égard du phénomène du croire. Vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, rester fondamentaliste de la même manière que, à partir de Galilée, on ne peut plus lire la Bible au sens littéral du terme, comme le disaient deux ecclésiastiques célèbres qui s'échangeaient des propos à propos de Galilée en disant effectivement, mais si vraiment il faut admettre l'héliocentrisme, alors c'est toute notre manière de lire la Bible qu'il faudra remettre en cause. N'est-ce pas, quand Josué dit que le soleil se lève, etc., et qu'il se couche, ben, voilà. La Bible est écrite dans une langue humaine, et toute langue humaine est métaphorique. Universalisation, parce que la connaissance des phénomènes religieux, à cause même de leur diversité empirique, nous montre à quel point ce phénomène est répandu sur toute la Terre et à toutes les époques. Et surtout, quand on a compris que le religieux est présent hors des religions, et que l'expérience du XXe siècle nous a appris à quel point les systèmes politiques qui revendiquaient officiellement un athéisme d'État étaient des systèmes religieux primaires de sacrifice, du culte du chef, etc., etc. Autrement dit, ce que la science des religions nous invite à faire, c'est vraiment à faire un travail de l'intelligence, effectivement, au sens intellectuel, et du coup, un travail de l'intelligence au sens relationnel, compte tenu du fait que notre vie aujourd'hui, et c'est tant mieux, nous oblige à côtoyer des gens qui ont des convictions religieuses et philosophiques très différentes. Voilà. Ma conclusion, je la ferai juste en une phrase, en quelque sorte, à savoir que seules les tâches vraiment difficiles méritent d'être entreprises. Voilà, moi je crois bêtement que l'éducation reste la solution universelle à tous les problèmes. Le problème, c'est que c'est une solution infiniment fatigante, qui n'en finit jamais. Voilà, mais moi je suis un petit-fils d'instituteur, j'y crois encore, et donc ce n'est qu'un début, continuons le combat. Mon cher Philippe, vous m'avez recruté comme discutant, mais en fait vous avez recruté un balbutiant. Je vais donc balbutier, et je suis content de le faire d'ailleurs devant vous, le jour où Émile Poulain est enterré, et peut-être avec lui la guerre des deux France, dont il a fait l'historique et l'analyse mieux que personne. Émile Poulain a beaucoup réfléchi sur la laïcité, je crois, de façon très, très intéressante. Enfin, donc, voilà des... Est-ce que ça marche? Oui. Je vais donc vous répondre avec des notes que j'ai bricolées hier en lisant votre livre et en vous écoutant. Comme vous dites, on bricole, mais Beckett était plus précis, on bricole dans l'incurable, cher ami. Et il était plus exact que Lévi-Strauss, moins optimiste sur le bricolage. Donc je vais bricoler dans l'incurable. Alors, pour animer un peu cette soirée, et puisque vous voulez qu'on discute, je vais commencer par vous défriser. D'abord, un petit rectificatif. Vous dites, et votre livre le répète, tout part d'en haut. Tout part d'en haut, et vous évoquez une politique publique dirigée des plus hauts sommets de l'État. Alors, pour votre information, je ne crois pas du tout. Il n'y a pas de politique publique et le haut sommet de l'État ne décide de rien. Vous avez dit qu'on m'avait commandé un rapport. C'est farfelu. Vous savez bien que c'est une présentation des choses. Bien sûr, tous les ministres commandent des rapports, généralement à leurs adversaires politiques pour les neutraliser. Puis ça comble leur vanité, ils sont contents, ça les occupe.
en fait, comment les choses se passent dans la réalité. Dans la réalité, on va voir un ministre qui est un copain, on lui dit « Mon vieux, il faut que tu me commandes un rapport ». Si c'est un président, on lui dit « Monsieur le Président, j'ai beaucoup étudié ce problème, vous devriez y réfléchir, confiez-moi un rapport ». Donc, premier point d'information et de divergence avec vous, c'est que malheureusement tout part d'en bas et pas d'en haut. Alors, de temps en temps, on a une écoute favorable et c'est vrai que j'ai été un peu égayé dans votre livre lorsque vous analysez de près les pensées politiques de nos présidents et de nos hommes politiques. Ça me fait rire. Chacun sait que les politiques n'ont pas de pensée. Ils doivent lire beaucoup, mais principalement des journaux, leurs tweets, leurs SMS, et ils regardent la télévision. Et je trouve que vous êtes très généreux de prêter une telle attention. Et c'est la partie que j'aime le moins de votre livre, si vous voulez. J'ai l'impression que vous perdez votre temps. En gros, concrètement, nos politiques ont des sensibilités, vous avez raison, des empreintes, des penchants. Et il est vrai, vous avez eu raison de dire que Jacques Chirac était sympathique à notre initiative. Il était sympathique à notre initiative, pour des raisons d'ailleurs qui tiennent à son tiers-mondisme, hein, parce qu'il est très proche de l'Asie, il s'occupe des pensées, des cultures asiatiques, africaines, latino-américaines, et il sait donc que le facteur religieux façonne les civilisations. Donc c'est plutôt, je dirais, l'amateur des civilisations, le connaisseur de la civilisation chinoise en particulier, qui l'a fait regarder avec intérêt et une sorte d'empathie les travaux que nous avons pu faire. Enfin, comme vous savez, les présidents, quand ils font un discours, ils le découvrent en le lisant. Et ce que Chirac a pu dire, c'est en fait Blandine Kriégel qui l'a écrit, et l'a très bien écrit. Vous évoquez Sarkozy après, alors je ne vais pas être cruel, mais enfin, Sarkozy m'a reçu une fois, il était ministre de l'Intérieur et des cultes, donc, et alors j'étais très curieux, il m'a appelé le matin pour me dire de venir déjeuner avec lui, alors je trouvais ça très bien, très improvisé, sympathique, et en fait, c'est vrai que je suis resté dans son bureau de ministre des cultes pendant 2 heures, mais je n'ai pas placé un mot. Pas placé un mot. C'est lui qui a parlé. Et en fait, il préparait, il voulait un auditeur, parce qu'il préparait un livre avec le dominicain Philippe Verdun, il voulait tester, en quelque sorte, l'écoute de sa thèse, qui était d'ailleurs pas sotte, à savoir que la République n'a plus grand-chose à dire, et n'ayant plus grand-chose à dire aux gens, il fallait se tourner vers les religions. C'était un peu sommaire, pas très républicain, mais on peut dire que ça ne manquait pas de bon sens. Quant à notre actuel président, c'est une indifférence complète. C'est rien du tout et on ne commande pas le rien. Donc, honnêtement, premier point, ne faites pas trop confiance aux initiatives venues d'en haut. Il n'y en a pas. Il faut en quelque sorte leur forcer la main. Alors, pourquoi ? Évidemment, je crois que la laïcité est devenue, je dirais, curieusement, le sacré de la République, la seule sacralité de la République, c'est-à-dire le point fédérateur, le point consensuel, et ce qui a un effet paralysant. C'est une laïcité entendue d'une certaine façon, on dit que la République est catholaïque, mais il est vrai qu'elle paralyse, et c'est une des raisons pour lesquelles je vous approuve complètement lorsque vous avez enseigné à la fois la philosophie de la laïcité et le fait religieux. Je crois vraiment que les deux choses sont indétachables, l'enseignement du fait religieux n'étant qu'une extension, une application, un parachèvement, si j'ose dire, de l'approche laïque de l'histoire. Mais enfin,
on se heurte tout de même à cause de cette sorte de consensus un peu mou, à la fois mou et paralysant, autour d'une laïcité d'abstention, autour, vous l'avez dit vous-même, tout ça est dangereux, tout ça divise, donc n'en parlons pas, mettons ça sous le tapis. C'est un peu à quoi on se heurte. On peut constater, je crois, une sorte de timidité, de lâcheté, voire même manque de courage peut-être, face à une société civile qui, comme vous l'avez dit, est beaucoup plus en avance que l'autorité politique sur cette question. Donc là, je vous rejoins tout à fait. Je vous rejoins aussi dans votre très, comment dirais-je, très aiguë et très sensible analyse de la résistance philosophique, la résistance de la profession philosophe à l'enseignement de la philosophie, sans doute parce que vous êtes un philosophe vous-même et vous connaissez de l'intérieur ce milieu, mais c'est vrai que ce n'est pas un hasard si ce sont fondamentalement des historiens, Étienne Borne, Joutard, Delumeau, qui ont, je dirais, pris les devants sur cette affaire parce que c'est leur matière première, je veux dire, hein. Ils ont affaire à la chair des choses et des esprits, et donc ils sont bien forcés de tomber sur le fait religieux. Et là, je crois qu'on leur doit beaucoup, vraiment, vraiment, je crois qu'il faut. Mais enfin, les philosophes n'ont plus trop le sens de l'histoire, vous êtes une exception dans votre cas, et c'est fort heureux. J'aurais peut-être, toujours au hasard de mes petites notes cueillies ici et là, j'aurais aimé tout de même que vous, tout philosophe que vous êtes, et parce que vous êtes philosophe, et c'est ce qui m'a semblé manquer dans votre livre, c'est une définition de la religion. Alors vous allez me dire, il y en a 40, etc. Non, non, c'est pas du tout. Je trouve qu'il y a une... Vous êtes assez fin, et je dirais assez philosophe, pour distinguer, définir les mots de spiritualité, de religion, de sacralité, qui ne sont absolument pas des synonymes. On dit il y a 40 définitions de la religion. D'abord, on peut faire une étymologie du mot, un historique de ce latinisme, la façon dont il est né et dont il est né dans la République romaine, où il désignait l'ordre institutionnel, et comment il a été subverti, je dirais, renversé par Tertullien. Enfin, on ne va pas recommencer tout cet historique, mais là, je trouve que vous auriez gagné tout de même à savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des religions instituées, des religions révélées, des religions du salut, des religions de délivrance? Vous savez, la meilleure définition est celle que Valérie a donnée. Hein, je veux dire, elle couvre tout. Mais, précisément, les philosophes n'aiment pas les Valérie, alors qu'il est beaucoup plus profond que ceux, mais il y a le malheur de ne pas jargonner. Alors, évidemment, la seule définition de la religion, c'est Valérie qui l'a donnée. L'action de présence de choses absentes. Bah alors écoutez, il y a un vrai problème. Y a-t-il un sabotage? Les opposants à l'enseignement du... Vous ne m'entendez pas? Il y a peut-être... Dans le micro, en regardant la salle et pas Philippe. Ah, d'accord. D'accord. Je regardais Philippe, mon interlocuteur. Voilà, je vous regarde vous. Oui, donc, j'aurais aimé que vous précisiez un peu ces notions qui ne se recoupent pas, et qui se recoupent d'autant moins dans votre esprit que votre point de départ est un livre qui ne définit pas non plus ce dont il parle, à savoir le désenchantement du monde. Le désenchantement du monde est un livre... C'est pareil. Très bien, c'est pareil. Oh, mais bon, dans l'oreille un peu. Si vous approchez, il y a une place. On n'a pas mieux de micro, plus il n'y en a pas. Donc, le désenchantement du monde, ça vous sert de point de départ, mais vous savez que le monde dont il s'agit, c'est Paris-Bruxelles. Le désenchantement du monde est publié à un moment où, précisément,
le monde se réenchante à toute vitesse, où s'effondre en Indonésie le Pancasila, et l'Indonésie adopte un islam militant, où le parti du Congrès est remplacé par un hindouisme non moins militant, ou le travaillisme israélien, etc. Je pourrais vous annoncer, c'est dans cette décennie-là que le monde se réenchante, sauf évidemment la petite Europe de l'Ouest. Et alors, comme précisément dans ce livre, que j'estime beaucoup par ailleurs, parce qu'il ne manque pas de qualité, mais il ne définit pas ce dont il parle. Il emploie le mot de religion comme étant, au fond, la religion catholique. C'est un peu court. La religion chrétienne, disons. Bon, mais enfin, excusez-moi, ça ne recoupe pas vraiment le champ religieux mondial qui peut-être échappe à notre définition, je dirais, tacite de la religion comme l'alliance d'un clergé, d'une théologie, d'une doctrine, et d'une liturgie, etc. Alors là, j'aimerais un peu que vous précisiez. Donc voilà, je vous pose des questions à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Mais maintenant, je vais vous dire, puisque je vous ai fait quelques critiques, ou en tout cas quelques demandes d'éclaircissement ou de précision, sauf sur un point, là où je suis témoin, d'en haut, n'attendez rien. Là, je suis ferme. Hein. Tant que vous ne forcerez pas la main de vos ministres, directeurs, présidents, etc., vous ne ferez rien. Mais ils sont tellement lâches que si vous faites quelque chose, ils trouveront ça très bien. Il faut pratiquer le fait accompli. Voilà. Et ce que vous faites très bien. D'ailleurs, c'est très troublant, vous le dites vous-même dans votre livre, quand a été défini le socle des enseignements, l'enseignement du fait religieux n'apparaît pas, n'est-ce pas? Quand on a parlé de la morale républicaine, il y a eu un rapport, un énième rapport, il y a des rapports tous les mois, bon, mais un énième rapport sur l'instauration de la morale républicaine, vous le dites vous-même, le religieux n'est même pas mentionné. Hein, je ne me trompe pas. Sinon, en note, allez, une petite note. Bon, donc tout ça fait tout de même problème. Bon, et je trouve que, bon, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Hein, c'est le moment où jamais de faire sien la formule de Gramsci, qui est d'ailleurs de Romain Rolland. Mais enfin bon, elle est imputée à Gramsci, tant mieux. Gramsci lisait Romain Rolland en prison pour notre chance. Voilà. Enfin, c'est drôle que la formule de Romain Rolland nous soit revenue en italien par Gramsci. Mais pourquoi j'aime beaucoup votre livre? Pourquoi j'aime beaucoup votre livre, et je le trouve même indispensable? Parce que vous avez fait de l'enseignement du fait religieux une sorte de papier tournesol, une sorte de lentille, de jumelle pour voir la société. Et vous avez fait de l'historique depuis 30 ans, vous avez fait de cela une passerelle pour mieux comprendre tout simplement l'histoire du siècle écoulé. Et là, je trouve que la façon dont vous avez, si j'ose dire, relié la science de l'éducation à la science du politique, ou plus exactement, vous avez rattaché le pédagogique au sociétal, pour employer un mot un peu simple, est vraiment exemplaire, parce que vous avez désenclavé, si vous voulez, une analyse qui pourrait être ponctuelle, particulière, enfin de tout ce qui s'est passé dans le domaine institutionnel entre 1980 et 2010. Eh bien, vous avez fait de cela une sorte de voie d'accès, de palier indispensable pour comprendre les mentalités collectives d'un pays, le nôtre en l'occurrence. Peut-être avez-vous sur l'Europe des propos pleins d'optimisme quand vous pensez que l'évolution, disons, de l'Europe pourrait déteindre sur la place du religieux en France. Je ne partage pas enfin, c'est un optimisme, je ne partage pas votre vue, mais en tout cas, même si je doute que cet objet politique non identifié, comme vous désignez l'Union européenne,
me semble manquer tellement d'identité qu'elle se rapproche plus de l'ectoplasme que de l'architecture. C'est vrai que le contexte européen nous amène nécessairement à prendre un peu de champ par rapport à notre singularité. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à notre singularité, parce qu'il est évident la laïcité française n'est pas du tout le sécularisme anglo-saxon, bien sûr. Mais ça peut relativiser, donc nous donner une certaine humilité, nous donner une certaine façon objective de nous regarder nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est ce qui fait de votre livre quelque chose, je dirais, comme on dit, mais c'est vrai, d'incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au fait religieux et à son enseignement. Et c'est vrai que j'ai senti une certaine, comment dirais-je, compassion pour vos efforts, empathie pour les difficultés auxquelles vous vous heurtez, parce que je reçois un peu, j'ai éprouvé un peu les mêmes, puisque je me fais régulièrement engueulé par mes amis philosophes, et j'en ai plus beaucoup, n'étant plus philosophe moi-même depuis longtemps, mais il m'en reste. Et je reçois souvent des lettres d'engueulade de profs de philo qui me disent que je fais le jeu de l'obscurantisme montant, que mon rapport témoigne un tel intérêt pour les délires de l'imaginaire que je prouve par là ma déraison moi-même. Et donc, c'est vrai que le contexte est difficile. Et puis, il y a des livres polémiques qui se croient de libres penseurs, mais qui répètent un certain nombre de clichés là-dessus. Moi, j'ai noté, ça vient d'ailleurs d'outre-Atlantique, Christopher Hitchens, Comment la religion empoisonne tout. Ou encore Richard Dawkins, le biologiste, Pour en finir avec Dieu. Bon, tout ça n'est pas nouveau, hein, et Lucrèce l'avait déjà dit. Tantum religio potuit ducere malorum. Je veux dire que la religion peut engendrer tellement de malheur. Bon, tout ça est acquis, mais évidemment, l'enseignement du fait religieux serait destiné à rendre raison de cette déraison, à rendre intelligible ce qu'il peut y avoir d'erratique, d'apparemment erratique dans la raison. Mais là, nous entrons, d'erratique dans le petit rationalisme, et là, nous entrons peut-être dans un autre domaine plus personnel. Je ne voudrais pas vous parler de ce que j'ai pu avancer sur tout ça, puisque je réponds à votre livre, qui, encore une fois, me semble nécessaire et qui doit s'inscrire, je dirais, dans la mémoire non seulement morte des bibliothèques, mais dans la mémoire vive de tous nos collègues. Voilà, cher ami. Merci, Élise, pour une lecture critique digne de ce nom. Alors, très très brièvement, sur la question du haut et du bas, je suis relativement bien placé pour savoir que le boulot se fait pas par la vertu magique de nos ministres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, je persiste à croire que s'il n'y a pas un mot prononcé en haut, rien ne se passe en France. Et c'est en ce sens-là que, me semble-t-il, oui, les rapports, la commande des ministres, le discours de Chirac, etc., s'il n'y avait pas cela, rien ne se passerait, même si tout le boulot se fait ailleurs. Ça, c'est la première réponse à la première question, et pour aller vite. Sur la pensée des présidents, de même qu'on peut s'illusionner sur le fait que les présidents ou les politiques aient une pensée aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on s'illusionne et qu'on tombe dans le piège des mots. Ce que j'appelle la pensée de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, ce sont juste trois noms ou des mots. Je sais bien que ce n'est pas nécessairement eux qui pensent. Moi, j'analyse des discours, c'est tout. Et les discours sont quand même structurés par des gens qui ne sont pas complètement imbéciles et qui ont quand même des conséquences. Et donc, en ce sens-là, je pense que ce n'est pas complètement absurde d'analyser la façon dont on pense dans les ministères. Ça a quand même encore des conséquences dans un système éducatif comme le nôtre. Alors, l'immense question de la définition de la religion. Alors,
j'ai envie de dire que par mon introduction, alors en passant par Gaucher tout en le critiquant, je n'ai pas voulu esquiver la question du religieux ou d'une pensée du religieux en tant que tel, et de ne pas vouloir la dissoudre dans un nominalisme tranquille, et qui voudrait qu'au fond, il n'y ait que des mots, et que derrière ces mots, il n'y ait aucune chose substantielle. Je crois que nous allons clore le débat sur cette mise en garde, et je vous remercie tous, et merci à tous.